Lumière. 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 Lumière sur l'interface entre la chimie théorique et thermodynamique avec Quentin Berger, doctorant au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. Alors souvent, on entend à quoi ça sert l'astronomie, l'astrophysique, et la physique, et la chimie, et pourquoi on étudie ça, et patin, et couffin, et patati, et patata. Eh bien, ça sert à comprendre l'univers dont nous sommes une infime partie, et nous bénéficions, sans le savoir, de certaines recherches dans notre quotidien, comme l'amélioration de l'imagerie médicale. La recherche fondamentale est indispensable. Et nous allons rencontrer aujourd'hui un futur chercheur. Il s'agit de Quentin Berger, qui est doctorant au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. Bonjour Quentin. Alors, votre sujet de thèse est la construction d'un diagramme de phase xénon-argon par simulation moléculaire. Vous m'avez dit que ce sujet est à l'interface entre la chimie théorique et la thermodynamique, mais encore... Eh bien, tout d'abord, bonjour Véronique, et merci de m'accueillir aujourd'hui pour ce podcast. Alors, pour commencer, déjà, je vais vous dire quelques petites précisions sur mon sujet. Donc, il s'inscrit sur l'ANR XART, qui est dédié à l'optimisation des détecteurs sur les technologies à argon liquide, donc qui est ce qui est en technologie de pointe sur les sujets que vous venez donc de préciser, donc qui sont l'imagerie médicale et l'astrophysique. Alors, je précise, ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche qui donne des moyens aux chercheurs pour faire des recherches. Donc, l'ANR repère les recherches les plus prometteuses et donne de l'argent pour que celles-ci se poursuivent dans les meilleures conditions possibles. Alors, pour préciser un petit peu plus pourquoi on utilise l'argon liquide, en fait, il faut savoir que on utilise des détecteurs qui peuvent être de taille assez variée, que ce soit assez petits, voire plusieurs kilotonnes, pour notamment l'astrophysique, ce qui est pas négligeable, parce qu'en fait, en astrophysique, on va étudier donc les neutrinos, qui sont des particules cosmiques qui voyagent sur Terre à des concentrations extrêmement infimes, ce qui nécessite donc pour les détecter d'avoir d'énormes détecteurs. Et en fait, au passage des neutrinos, l'argon liquide va scintiller, et c'est ce scintillement qu'on peut caractériser pour essayer de déduire des propriétés. C'est le même scintillement d'ailleurs qu'on va utiliser en imagerie médicale pour les scanners donc à émission de positons. Et tout l'enjeu en fait de ma thèse est d'essayer d'améliorer ces propriétés de scintillement. Et l'une des voies qu'on a vues, qui est donc tout l'intérêt de notre ANR, est de rajouter du xénon à petite quantité dans l'argon liquide, puisque le xénon en fait possède des propriétés physico-chimiques qui sont à peu près identiques à l'argon, et pourrait augmenter grandement ses capacités de scintillement, ainsi que sa facilité de détection. Alors, on voit donc que la physique des particules peut influencer des domaines très éloignés comme la médecine. Alors, revenons à notre mouton, votre thèse. Donc, si on prend les choses dans l'ordre, c'est quoi un diagramme de phase? Et pourquoi c'est important en thermodynamique? Alors, je vais prendre la question dans l'autre sens. Je vais d'abord expliquer la thermodynamique et ensuite mettre en exergue pourquoi les diagrammes de phase. Parce qu'en fait, ça s'inscrit plutôt dans ce sens-là. D'accord. Alors, tout d'abord, la thermodynamique, c'est l'étude, comme son nom l'indique, de la dynamique des systèmes. Historiquement, c'était par rapport à leur température, d'où le nom thermodynamique. Mais plus globalement, on s'intéresse en fait aux propriétés physiques qu'on appelle nous phases d'un système en fonction de plusieurs paramètres, donc que ce soit la pression, la température, la composition. Dans le cas de mélanges donc, qui ont plusieurs constituants, comme mon cas, puisqu'on a un mélange constitué d'argon et de xénon. Et en fait, on s'intéresse aussi à deux autres points qui sont extrêmement importants, qui sont les échanges d'énergie et les transformations énergétiques, qui est aussi toute la base de la thermodynamique. D'ailleurs, quand on pense thermodynamique, on pense surtout moteur. Et la base d'un moteur, c'est la transformation d'énergie chimique en énergie mécanique. Et aussi un autre point qui pour nous est encore plus crucial, qui est l'équilibre. Où en fait, on sait que les systèmes, en fonction de certaines caractéristiques physico-chimiques qu'ils ont, peuvent être à ce qu'on appelle l'équilibre, où ils ne vont plus évoluer. Et tout l'intérêt d'un diagramme de phase, en fait, c'est de définir ces zones d'équilibre, et aussi de définir les phases qui sont au milieu de ces zones. Donc, pour expliquer un petit peu mieux, un diagramme de phase, c'est juste une représentation des différentes phases, du coup, donc que ce soit solide, liquide, gazeux. Il y a d'autres phases un peu plus exotiques. Et du coup, on peut regarder ces phases en fonction de paramètres thermodynamiques tels que la pression et la température. Ça, c'est ce qu'on fait en général. Mais quand on a plusieurs constituants, on va plutôt s'intéresser à que ce soit la pression, soit la température en fonction de la composition. Et en fait, on peut ressortir, du coup, ce qu'on appelle des zones d'équilibre, qui sont typiquement les points
auxquelles notre mélange n'évoluera pas. Et tout l'intérêt est d'étudier ces zones-là et de savoir où est-ce qu'elles sont. Alors, vous avez choisi justement une méthode par simulation moléculaire. Il en existe d'autres, comme par exemple la méthode expérimentale. Pourquoi avoir choisi cette méthode-là et quels sont ses avantages d'après vous par rapport aux autres méthodes? Alors, ça va peut-être paraître un petit peu bateau, mais tout est lié à un goût personnel, ce qui est qui est plutôt logique. En fait, déjà, quand on veut s'engager dans une thèse, comme c'est mon cas, on part sur 8 ans d'études minimum. Et quand on veut faire 8 ans d'études, il vaut mieux être sûr de ce qu'on fait et avoir envie de le faire. Donc forcément, il faut avoir une petite idée de ce qu'on attend. Ensuite, j'ai toujours été plus intéressé par l'informatique et les mathématiques. Et l'aspect de la chimie qui permet donc de caractériser ces deux matières-là, c'est plutôt la chimie théorique. En fait, la chimie expérimentale, c'est une approche plutôt phénoménologique, où on va essayer de décrire ce qui se passe sans vraiment essayer de comprendre. Alors que l'aspect fondamental, c'est plutôt l'inverse. On va essayer de comprendre et ensuite de se caler sur ce qui a été observé. Et moi, personnellement, j'ai toujours été plutôt quelqu'un de curieux. Et si je fais de la science, c'est surtout pour essayer de comprendre le monde. Et l'approche fondamentale est beaucoup plus adaptée à ce cheminement de pensée-là, on va dire. Et donc, quels sont les autres avantages de cette méthode par rapport aux autres? À part que c'est votre méthode préférée parce que, voilà, elle vous ouvre plus l'esprit par rapport à la méthode expérimentale, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Alors, un des grands avantages, c'est la pluralité des domaines d'études. En fait, quand on fait de la chimie expérimentale, en général, on va se spécialiser dans un type, par exemple, de synthèse ou de choses comme ça. Et je dirais pas qu'on va être limité, parce qu'il y a aussi la possibilité de faire plusieurs autres choses, mais c'est beaucoup plus simple en chimie théorique, parce qu'en fait, nous, on apprend surtout des méthodes, et des méthodes qui sont adaptables à peu près tout ce qu'on veut. Et du coup, vu que nous, dans un certain sens, on pourrait dire qu'on est des ingénieurs, parce qu'on a des méthodes qu'on applique à des sujets, mais on n'a pas vraiment de sujet d'expertise. Notre expertise, c'est plutôt l'utilisation d'une méthode. Et du coup, moi, c'est un des intérêts que j'ai, parce que ça me permet de travailler sur plein de choses, et vu que moi, j'aime beaucoup de choses, et que la thermodynamique n'est pas uniquement mon seul intérêt en chimie, ça me permet aussi de me projeter, je dirais, au-delà de la thèse, parce que du coup, je serais pas coincé en thermodynamique, je pourrais faire étudier d'autres sujets, même utiliser d'autres méthodes si j'ai envie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours possible en chimie expérimentale. D'accord. Et alors, donc, du coup, chimie expérimentale, j'imagine, c'est les pipettes, c'est le labo, hein. Là, on n'est pas du tout dans ce sujet-là. Donc, vous, c'est quoi vos outils de travail au quotidien? Eh bien, disons que c'est un petit peu plus commun pour les gens qui pourraient nous écouter. Ça consiste en un ordinateur, en fait. Parce que tout se fait dans un environnement numérique avec des algorithmes et des logiciels qui ont été créés pour ça. Et j'ai la chance aussi, grâce au CINES, qui est un organisme qui met à disposition des ressources numériques et informatiques pour les chercheurs, d'avoir accès donc à ce supercalculateur national, et aussi au sein de l'Université de Bourgogne, d'avoir accès au cluster de calcul de l'université, qui est une très bonne ressource, qui contient aussi énormément de choses qui nous permettent de travailler. Donc effectivement, dans mon cas, les pipettes sont plutôt dans la carte mère. Donc c'est assez intéressant dans le sens où, au final, j'ai pas vraiment de problème d'émission aux produits chimiques. Oui. Il y a moins de danger. Par contre, ça demande beaucoup de ressources. Enfin, c'est pas le petit ordinateur portable, hein. Là, vous faites appel quand même à quelque chose d'un petit peu plus puissant. On est d'accord. Vous travaillez en quelque sorte à l'interface entre la chimie et la physique. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aussi deux philosophies différentes qui s'affrontent ou... Au final, je dirais que ça se passe plutôt naturellement, dans le sens où, déjà, la thermodynamique en soi, c'est ni vraiment de la physique, ni vraiment de la chimie, c'est vraiment les deux. Et pour moi, en fait, la physique et la chimie, c'est plutôt des choses qui sont complémentaires, parce que ça donne juste un point de vue qui est différent sur un même objet qui est le monde. Et au final, nous, en tant que chimistes théoriciens, on va prendre l'aspect physique ou l'aspect chimique en fonction de nos besoins. Parce que chaque aspect, en fait, donne accès à des outils. Et ces outils-là sont assez différents. Et par exemple, dans mon cas, quand je fais de la dynamique moléculaire, j'utilise les outils physiques pour permettre donc d'étudier la dynamique de mon système en résolvant l'équation de Newton. Mais la finalité, ça reste quand même d'étudier des paramètres chimiques qui sont, eux, dérivés de l'évolution de mon système. Donc au final, j'ai besoin des deux pour pouvoir travailler. Et même personnellement, je trouve que les deux sont assez indissociables, parce qu'à partir d'un certain niveau d'expertise en sciences, on se rend compte que la physique et la chimie, c'est vraiment la même chose, et c'est extrêmement compliqué de faire une dissociation, en fait. Ce n'est pas impossible, mais je pense que surtout, au-delà d'être impossible,
ça n'a pas vraiment de sens et ça n'apporte aucun intérêt particulier. Nous avons parlé de vos outils de travail, mais l'intelligence artificielle dans tout ça, le machine learning, etc. Eh bien, je dirais que ce sont des outils qui sont très puissants et très intéressants, mais dans mon cas, ça n'a pas vraiment d'intérêt, ni vraiment d'application. Je vais m'expliquer. En fait, le machine learning, c'est un outil prédictif qui va être entraîné sur des bases de données. Le problème, c'est que dans mon cas, il n'y a pas de base de données. Il y a extrêmement peu de calculs qui ont été faits de façon expérimentale ou même théorique, c'est un peu plus commun. Mais expérimental, il n'y en a pas suffisamment pour pouvoir entraîner une IA. Donc, c'est pas adapté pour ce que je veux faire, mais je ne dis pas que c'est une méthode qui n'a pas d'intérêt. Mais il faut juste, par contre, comme pour toutes méthodes qui sont très puissantes, savoir ce qu'on fait avec, parce que c'est extrêmement facile, quand on utilise une IA, d'avoir des résultats qui n'ont pas de sens, ou même de l'entraîner d'une façon qui ne donne pas vraiment les résultats qu'on escompte, ce qu'on appelle communément les problèmes d'alignement. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement commun et qui est étudié encore aujourd'hui par les chercheurs en IA. Et heureusement pour moi, vu que je n'en utilise pas, je n'ai pas à me confronter à ce problème. Donc, en fait, votre thèse ouvre aussi un chemin, parce que visiblement, il y a très peu de littérature sur le sujet. Vous êtes un petit peu un explorateur, là, sur le sujet. Ah, c'est-à-dire que oui, je suis vraiment un explorateur, j'ai un peu ma machette dans les mains quand je travaille avec ma souris, et pour le coup, c'est aussi assez motivant et stimulant de se dire qu'on essaye de défricher des domaines qui n'ont pas été encore très explorés, parce que ça permet aussi de faire, je dirais, avancer la science, même si toutes les recherches font avancer la science d'une certaine sens, mais on a plus le sentiment déjà de faire avancer la science, mais en plus, vu que j'ai un objectif concret qui est l'amélioration de détecteurs, qui sont des choses assez concrètes, effectivement, puisqu'ils existent bien, ça me permet aussi de me dire que ce que je fais a vraiment un sens, je dirais, à court, moyen et long terme. Et ça, c'est très important pour moi. Alors là, vous êtes en 2e année de thèse. Quelles sont les différentes étapes maintenant qui vous attendent ? Eh bien, comme pour toute année de thèse, déjà, ça va commencer par de la bibliographie, qui est quelque chose qu'on fait généralement plutôt en première année de thèse, pour essayer de se mettre dans le contexte du sujet, mais c'est quelque chose qu'on doit faire un peu tout au long pour voir comment les choses évoluent, parce que si une nouvelle méthode est développée qui pourrait être plus intéressante, il faut qu'on puisse aussi l'utiliser, ou voir les résultats qu'elle produise. Ensuite, on a aussi des formations qui sont nécessaires. Pour mon cas, dans l'école Carnot-Pasteur à laquelle j'appartiens, on a 100 heures de formation à faire pour notre thèse. J'ai déjà fait 84 heures, en général on les fait en première année, mais ce qui est assez intéressant par rapport à ces formations, c'est que à la fois l'université et le CNRS, puisque je fais aussi partie du CNRS dans le cadre de ma thèse, propose des formations qui sont assez adaptées, et ça nous permet en fait de nous former soit sur des domaines qu'on connaît déjà pour avoir une maîtrise un peu plus importante, soit sur des domaines qu'on connaît pas pour essayer de développer et d'enrichir un petit peu notre catalogue de compétences. Ensuite, l'aspect le plus important, c'est la recherche, où je passe beaucoup de temps à faire mes simulations, à faire de l'optimisation de méthodes, et aussi à discuter avec mes directeurs et directrices de thèse, puisque je suis en co-direction, pour essayer justement de réorienter les méthodes si besoin, de discuter de nouvelles méthodes d'analyse et de choses comme ça. Et puis, 2 autres aspects qui sont assez importants. Déjà, le comité de suivi de thèse, qui est un des points clés d'une thèse qui se déroule à la fin de chaque année, où en fait, on est devant un comité, on explique notre avancement, et c'est assez pédagogique, puisque eux nous donnent des retours pour essayer d'améliorer les choses, et aussi un œil assez critique sur nos recherches, qui est, moi je trouve, une grande piste d'amélioration, et qui m'a déjà bien aidé en première année en tout cas. Puis ensuite, il y a une autre chose qui est aussi importante, c'est la publication, puisque en général, 1 à 2 publications sortent par thèse, et il faut rester dans une dynamique de publication quand on travaille, parce que, in fine, c'est un petit peu, je dirais, le pain des chercheurs, parce que c'est comme ça qu'on gagne notre vie d'une certaine façon. Et j'espère pouvoir publier cette année si j'ai la chance d'avoir les résultats que j'attends. Mais c'est toujours quelque chose sur lequel on garde un œil. Alors là, vous semblez passionné par vos recherches. On voit que vous êtes un peu précurseur sur le sujet. Quel a été votre parcours ? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ? Eh bien, j'ai une petite anecdote sur le sujet. En fait, quand j'avais 11 ans, j'étais encore en région parisienne à cette époque-là, en fin d'année, dans mon école, il y avait une espèce de bourse aux livres qui se faisait, et on pouvait choisir, chaque élève, un livre, que ce soit en français, maths, histoire, et pour une raison que je ne m'explique toujours pas, il y avait aussi des livres de chimie, alors que c'est une matière qu'on n'apprend pas du tout à cet âge-là. Et autant la maths m'intéressait, autant le français et l'histoire beaucoup moins, et curieusement, je me posais les yeux sur ce livre de chimie, et j'ai commencé à le feuilleter, et comme vous pouvez le voir après cette 2e année de thèse, je suis rentré avec ce livre de chimie à 11 ans, et j'ai passé les 2 semaines qui suivent à le feuilleter, et ça a vraiment fait naître une fascination pour cette science, et ça a été un des moteurs de,
je dirais, la recherche que j'ai maintenant, ou même juste toute mon éducation, où j'ai essayé de me rapprocher de la chimie le plus possible. Et notamment pour ça, j'ai aussi pas hésité en fait à discuter avec les professeurs ou les chercheurs que j'ai pu être amené à rencontrer, que ce soit au lycée, en licence ou en master. D'ailleurs, je fais une petite dédicace au professeur Pierre Mialan, qui était mon professeur de chimie quantique quand j'étais en licence, et qui m'a beaucoup aidé à comprendre que je voulais faire de la chimie théorique plutôt que de la chimie organique. Et aussi le professeur Emmanuel Cadeau, qui était mon professeur de thermodynamique. Et effectivement, je dois beaucoup à ces deux personnes. Donc je trouvais ça logique d'en parler maintenant. Alors là, c'est votre parcours. Bon, une fois que vous aurez votre thèse, qu'est-ce que vous envisagez pour le futur? Est-ce que vous voulez faire un post-doc à l'étranger? Qu'est-ce que vous imaginez? Enfin, quelles sont les pistes? Disons que moi j'ai toujours voulu faire enseignant-chercheur, donc les pistes c'est plutôt tout ce qui me mènera à faire de l'enseignement et de la recherche. Donc post-doc forcément, parce que c'est la marche obligée vers je dirais un dossier éligible au poste de maître de conférence, qui est le niveau le plus bas de l'enseignement et de la recherche en France, voire professeur d'université, s'il y a possibilité d'évoluer. Et le Saint Graal pour moi serait l'habilitation à diriger des recherches, puisque là ça combinerait en fait tout ce que j'apprécie dans l'enseignement, la recherche et la transmission de connaissances, puisque du coup je pourrais diriger des doctorants. Et ça serait assez marrant parce que ça me permettrait aussi moi je me vois en tout cas dans le futur un peu, je dirais, boucler la boucle, être le thésard qui a commencé là et puis être celui qui va prendre les thésards à un moment, et c'est assez intéressant. Alors l'enseignement, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé parce que j'ai toujours pensé que les méthodes et les pédagogies doivent s'adapter à la société, et on est dans une société qui évolue extrêmement rapidement et dont la pédagogie a besoin d'évoluer. Les postes de professeurs, c'est des choses qui en général changent assez lentement, et on peut avoir de façon assez récurrente des professeurs qui sont assez vieux, avec des pédagogies des fois qui sont de leur âge. Et forcément, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant aussi de pouvoir insuffler un nouveau souffle à l'éducation pour ne serait-ce que permettre aux jeunes de comprendre un peu mieux la science et de s'y intéresser. Et puis l'aspect recherche est aussi très important, d'où cette dualité enseignement-recherche, puisque j'ai toujours une curiosité à nourrir et que ça ne s'arrêtera pas avant que j'ai poussé mon dernier souffle. Alors, quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui pensent que la chimie et la physique sont trop compliquées et que c'est pas pour eux? Je dirais déjà de faire une vraie introspection sur ce que vous pensez de la chimie et de se renseigner. Se renseigner, c'est vraiment le point le plus important, parce que ça vous permettra déjà de savoir si ce que vous pensez de la chimie, c'est vraiment ce que c'est. Et puis aussi de faire un point sur est-ce que vous avez peur de la chimie parce que vous ne savez pas ce que c'est, ou est-ce que vous avez peur de la chimie parce que vous n'avez pas les compétences pour en faire. Des fois, il faut, je dirais, se résoudre à faire des choses qu'on est capable de faire, parce que dans un monde aussi compétitif que le nôtre, on est jugé par notre capacité à produire des choses. Mais pour le coup, il faut vraiment pas avoir peur d'essayer. Moi, je sais que dans mon cas, j'ai fait un moment où je savais pas trop ce que je voulais faire, une année de médecine, qui n'a pas abouti, mais qui m'a permis de comprendre que je voulais faire de la chimie. Et au final, la vie est assez longue, et quand on sort du bac, on a le temps de faire des erreurs, et on a le temps d'expérimenter, donc n'hésitez pas à tenter des choses, et c'est comme ça que vous comprendrez ce que vous voulez vraiment faire. C'était Lumière sur l'interface entre la chimie théorique et thermodynamique avec Quentin Berger, doctorant au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne.